Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde qui fait suite au documentaire Jeune bergère que vous venez de voir. Nous sommes en compagnie de Delphine Détry, la réalisatrice, Stéphanie Maubé, dont nous venons de suivre l'aventure, et Guy Bessin de la Confédération paysanne de la Manche. Et c'est moi qui vais animer cette discussion. Donc, je m'appelle Léa, je suis journaliste chez Impact. C'est un média indépendant de journalisme de solutions. Nous revendiquons le fait d'être lent en nous intéressant à une thématique par mois pour prendre le temps de comprendre tous les aspects et les enjeux autour d'un sujet. Un peu comme le documentaire que nous venons de voir, c'est donner la parole aux acteurs de terrain en prenant le temps de bien comprendre tout le contexte. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous faites profiter d'un mois gratuit avec le code découverte, sans accent sur le E, sur impact-s.fr. Donc voilà pour les présentations. Et pour commencer, j'ai une question pour vous, Stéphanie. Donc à l'origine, vous êtes graphiste et vous habitiez à Paris. Et donc, on aimerait savoir quel est le déclic qui vous a mené à faire ce changement radical de mode de vie pour créer cet élevage toute seule. Le déclic, c'est la rencontre avec les moutons dans l'univers que vous avez vu dans le film de Delphine. C'est-à-dire que c'est pas juste des moutons dans un champ. On a des moutons qui sont liés à un univers, à un paysage et à un univers traditionnel. C'est-à-dire que c'était le fait de s'inscrire dans la continuité d'un élevage qui était millénaire et qui consistait pas juste à produire de la viande, mais à entretenir un paysage qui fait partie de tous et qui sert un peu le bien commun. C'est vraiment la rencontre avec ce paysage et ce mode d'élevage qui m'a donné envie de faire ce métier. Ok. Et vous, Guy, donc, qui êtes membre de la Confédération paysanne de la Manche, qui est un syndicat pour une agriculture paysanne et qui défend ses travailleurs. Est-ce que le parcours de Stéphanie, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est un schéma que vous rencontrez souvent? Bonsoir à tous. C'est un schéma qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Autant dans notre région, la production traditionnelle, c'était la production laitière, et la plupart des installations se faisaient en production laitière. Dorénavant, plus de la moitié des installations, y compris les installations aidées par les pouvoirs publics, se font sur des productions, disons, atypiques par rapport aux productions traditionnelles, et le plus souvent avec des personnes qui sont extérieures au milieu agricole, donc ce qu'on appelle des néo-ruraux. Et le meilleur exemple, c'est le succès qu'on porte, par exemple, les formations pour adultes qui sont dispensées dans les lycées agricoles, ou dans les CFA, CFPPA. Stéphanie, je crois, a dû faire ces formations, et il y a beaucoup de gens hors milieu agricole et qui s'installent sur des productions moins massives, avec qui cherchent plutôt des productions typiques où il y a de la valeur ajoutée et de la plus-value aussi, non pas monétaire, mais de la plus-value en termes de bien vivre et de bien-être. Donc et on cherche et on accompagne effectivement cette l'insertion dans le paysage, et dans le paysage ou dans le milieu est quelquefois plus difficile. Et oui, comme vous dites, donc avec le mouvement des néo-ruraux, il y a de plus en plus de personnes qui font ce choix. Mais j'imagine, Stéphanie, que c'est vraiment, pour les autres aussi, un choix vraiment très réfléchi, parce qu'on sait qu'on va pas forcément bien gagner sa vie tout de suite. Il y a quand même pas mal de difficultés à surmonter. Dans mon cas, c'était un choix qui a été réfléchi, qui a été travaillé, c'est-à-dire que je l'ai préparé pendant 2 ans, entre le fait d'obtenir un congé formation, de m'inscrire dans un lycée agricole comme l'a cité Guy, et puis d'aller travailler dans plusieurs fermes différentes, d'aller apprendre le métier. Le processus total, à moi, il a pris 4 ans. Et je pense que c'est la jeunesse ou c'est la gestation qui est presque incompressible. C'est-à-dire que c'est pas juste un changement de vie ou l'apprentissage d'un nouveau métier, c'est l'apprentissage d'une nouvelle relation à la vie et d'une nouvelle place dans la société. C'est-à-dire que les changements de vie ou les envies de changement de vie qui pourraient être trop rapides, trop brutales ou mal préparées, elles ont beaucoup moins de chances d'aboutir. On n'est pas dans la fuite de quelque chose en disant je veux me réinventer, je veux faire autre chose dans 1 an et je me comporte comme un consommateur de la profession. Il faut que pour que ça fonctionne, pour que ce soit durable et qu'on mette toutes les chances de notre côté, effectivement, ça se prépare, ça se travaille et ça nécessite beaucoup d'humilité. Ça ne nécessite pas juste de la volonté comme on entend parfois. Ça nécessite de passer par tout un cheminement d'humilité, de se remettre en phase d'apprentissage, d'accepter qu'on ne connaît rien ni à cet univers technique, ni au code de la ruralité, ni même au code de la météorologie, alors que c'est ça qui guide notre travail.
Donc, j'ai envie de dire que c'est pas Fast and Furious. Au contraire, c'est un low change pour lui donner le plus de chances possible de fonctionner et qu'on se trouve aussi, c'est-à-dire qu'on trouve notre manière d'être agriculteur. À travers ça, je veux dire que le pack de compétences qu'on amène, il est très intéressant quand on vient de l'extérieur. On amène des compétences qui sont rares en agriculture. Mais si on veut les valoriser, il faut prendre le temps de comprendre comment elles vont s'harmoniser avec notre nouvel univers, notre nouveau métier ou avec l'objectif qu'on a profondément au fond des tripes. Donc, il faut vraiment de l'humilité. C'est le mot que j'ai envie de garder. C'est un processus long, interne, humble, à l'écoute des autres. On est en apprentissage. Faut surtout pas penser qu'on a tout compris, penser que la volonté peut tout faire ou que l'argent peut tout acheter. Ok. Et il y a une personne qui nous regarde, qui nous demande quelle formation vous avez faite pour cette reconversion. Guy l'a cité tout à l'heure, c'est à travers les lycées agricoles, on trouve différents types de formations. Celle que j'ai faite s'appelle BPREA. Ce sont les lettres BPREA qui sont les initiales de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est une formation qui se fait en 1 an, qui est assez rapide parce qu'elle est destinée aux adultes. Et quand on est déjà adulte, quand on a eu un premier métier, on n'a pas envie de passer 3 ans ou 2 ans sur des bancs de l'école ou dans un BTS très long. On a besoin d'être opérationnel assez rapidement. Ok. Et j'ai une question pour vous, Delphine, donc qui êtes la réalisatrice. Vous avez rencontré aussi pour un autre reportage d'autres personnes qui ont suivi le même parcours que Stéphanie. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ces femmes-là qui font ce choix de vie ? Alors, pour être honnête, le reportage dont vous parlez qui m'a permis de rencontrer Stéphanie, c'était une commande de la télévision. Après, j'étais en phase avec ce sujet parce que le monde agricole m'intéresse. En fait, dans ma famille, il y a pas mal d'agriculteurs. Et puis, j'ai toujours aimé faire des portraits de femmes. Mais donc voilà, c'était pas mon choix. Par contre, oui, faire Jeune Bergère, ça c'était complètement mon choix. C'était lié au fait qu'on s'était déjà rencontré avec Stéphanie, mais c'était lié au fait que, en restant en contact, j'ai su qu'à un moment donné, elle allait jouer l'avenir de son exploitation. Elle s'était installée en tant que jeune agricultrice. Elle allait avoir à rendre des comptes 5 ans après, et il y avait un risque pour elle de perdre ce qu'elle avait construit. Et donc il y avait une histoire qui me semblait très intéressante à raconter. Et puis j'étais en phase avec cette histoire parce que en fait c'est vrai que je voyais en Stéphanie quelqu'un qui était en quête de liberté et qui allait se battre pour garder ce qu'elle avait construit avec beaucoup de courage et de patience. Et il se trouve que moi dans mon métier je souffrais d'un grand manque de liberté, donc j'étais en phase avec son histoire parce que en réalité, pour faire un film comme Jeune Bergère qui demande plusieurs années de travail et qui demande aussi d'aller convaincre des gens avec son propre désir de film, il faut souvent avoir un moteur personnel très puissant. Donc il y avait quelque chose qui se répondait à ce moment-là dans nos parcours. Je pense que Stéphanie ne démentira pas. Et je faisais le pari aussi que son choix et le fait qu'elle se sente à un endroit, alignée avec cet endroit, qu'elle se dédie corps et âme à un métier qui avait du sens pour elle, que ça trouverait un écho chez les gens. Voilà, c'était le pari de film. On pourra revenir après sur comment s'est déroulé le film, etc. Mais là, évidemment, il y a une question que tout le monde se pose, c'est depuis Stéphanie, comment vous avez évolué ? Est-ce que vous avez mis en place des projets diversifiés ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Est-ce que ça a pris le dessus sur au final l'élevage ? Ou comment vous vous en sortez ? Alors la réponse est positive parce que le tournage s'est terminé il y a 3 ans. Et c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai eu j'ai vécu l'aboutissement positif de plein de choses qui avaient été mises en place progressivement depuis de longues années. Donc il y a eu à la fois
j'ai réussi à financer, enfin à payer tous mes emprunts et à montrer patte blanche aux yeux de l'administration pour leur dire oui, je suis une vraie agricultrice, je rentre dans vos codes, il faut me laisser continuer. Donc ça a fonctionné. Et à partir du moment où je n'ai plus de compte à rendre à la Chambre d'agriculture et à l'État, je me suis sentie libre d'orienter mon exploitation telle que je le sentais et telle que la société me renvoyait des choses positives. C'est-à-dire que j'ai donc encore plus diversifié. Et puis surtout, je suis arrivée au bout d'un cycle de solitude. Dans le film de Delphine, on le voit très bien. Je suis très seule et avec mon chien sous la pluie. Et c'est vrai que cette solitude, ce qu'on voit dans le film, c'est représentatif de la réalité. J'ai vraiment passé pas loin de 10 ans très solitaire, et puis à un moment je me suis dit mais j'en peux plus, je me vois pas être solitaire jusqu'à mes 65 ans, j'ai envie de retravailler en équipe. Et on a mis en place avec d'autres jeunes femmes une marque de laine, pour créer une marque de laine normande, donc toujours liée aux moutons, liée aux valeurs qui me portent, mais en créant un esprit d'équipe et un projet d'équipe. Donc j'ai maintenant un projet à plusieurs, et j'avoue que ça a redonné un souffle dans ma manière de travailler, d'avoir soudain les compétences des autres qui viennent se mettre en complémentarité avec les miennes, et de réapprendre le travail en équipe, de réapprendre à se mettre en valeur mutuellement, de réapprendre la force de la synergie. Ça a été le nouveau cap très important dans ma vie. Donc, je dirais que mon quotidien, il est très épanoui en ce moment, aussi parce que j'ai réappris le travail en équipe. Et puis, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout prévu dans mon parcours qui est arrivé cet hiver, c'est que mon intérêt pour le territoire, il s'est traduit de manière surtout agricole jusqu'à présent. Mais l'hiver dernier, je suis entrée en campagne municipale dans la commune où je vis, et je suis devenue la maire de ma commune. Donc ça, c'était vraiment imprévu. Et c'est aussi une nouvelle dimension, une nouvelle approche du territoire. Mais ma vision du territoire, celle que j'ai acquise pour toujours, elle est née de mon approche avec un troupeau de brebis et avec l'espace collectif que sont les prés-salés. Et avec cette notion d'alimenter mes citoyens et de produire de l'alimentation saine. Donc, j'ai envie de dire que ce qui me guide dans mon mandat municipal, c'est vraiment cette mission à la fois alimentaire, mais de vivre ensemble, de cohabitation et de questionnement sur comment on gère l'espace collectif pour l'intérêt général du plus grand nombre. C'est les prés-salés qui m'ont nourri, et c'est la gestion d'un troupeau. Je ne veux pas dire par là que je compare évidemment les humains avec des moutons, mais l'intérêt collectif, c'est vraiment une notion qui guide l'éleveur, que ce soit un éleveur de moutons, de vaches, de chèvres ou de chevaux. C'est l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel ou particulier. Et c'est une dimension dont je sais qu'elle façonnera tous mes engagements futurs. J'ai l'impression, moi, que c'est l'agriculture qui m'a appris la vie, qui m'a appris le rapport avec autrui, qui m'a appris le principe de s'intéresser à la génération suivante, de s'intéresser à l'intérêt général. Donc, le biais du troupeau, je me suis nourrie de valeurs qui sont transposables dans beaucoup d'autres domaines. Super. Donc, un parcours riche depuis. Guy, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ce documentaire montre de la réalité agricole, et comment vous faites pour accompagner tous ces nouveaux arrivants qui arrivent et qui doivent se diversifier pour réussir quand même au début? Moi, je voudrais déjà partager le sens du métier de paysan aujourd'hui, quand même, qui en particulier plus récemment là, avec la crise du Covid qu'on vient de vivre, on a quand même retrouvé le sens de notre métier, de nourrir la population. Et je crois qu'il y aura demain encore plus de personnes extérieures, ou y compris des enfants d'agriculteurs qui étaient partis travailler sur divers métiers en formation, ou des professions déjà établies qui, au travers du confinement ou pas, se sont pour reposer la question du sens de faire un boulot qui ait du sens. Et je crois que ça donne de l'espoir pour le renouvellement des générations qui a un réel problème pour l'agriculture quand même aujourd'hui.
Donc vous me posez la question sur les difficultés. Je crois une des principales difficultés pour s'installer pour devenir paysan ou paysanne aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. Donc trouver un peu de terrain dans notre région et dans d'autres. Les terres agricoles sont très prisés par les exploitations en place, par les projets d'aménagement urbain, etc., qui grignotent quotidiennement du territoire agricole, et même quelques petits hectares pour s'installer sur des projets alternatifs. Des gens qui ont des projets d'installation sur 2-3 hectares du maraîchage, par exemple, mais il est toujours difficile d'accéder au foncier. Donc nous, on a mené un travail depuis plusieurs années sur ces questions de trouver des biais pour permettre de voir quels sont les terrains disponibles, mettre en relation, etc. Faire beaucoup de communication sur l'installation. On a mis en place par exemple des cafés installations, etc. sur ces thématiques d'accès au foncier, par exemple, mais pas seulement. Mais un des principaux obstacles, je crois que c'est de trouver un peu de terrain. Et donc c'est comme ça aussi que vous aidez les nouveaux arrivants, c'est en les aidant à s'orienter pour trouver un terrain, les conseiller sur la manière de... Non, mais après c'est le rôle du syndicalisme là-dedans, c'est de permettre l'accès au foncier à plusieurs porteurs de projets qui sont pas du cru, parce que lorsqu'on est fils d'agriculteur ou du cru, etc., on a forcément des facilités pour des connaissances du milieu, etc., et que des gens qui sont extérieurs ont beaucoup de difficultés à accéder. Donc, c'est faire valoir dans les commissions départementales où on siège en tant que syndicat agricole représentatif avec les services de l'État, la préfecture, etc. Faire valoir que les projets comme ceux-là, ils peuvent être viables, ils ont le droit d'être expérimentés et permettre à ces gens-là d'accéder d'abord au foncier et ensuite défendre les projets plus globaux une fois que le foncier est trouvé. Défendre le projet dans sa globalité, lui permettre d'avoir accédé à un financement, d'avoir les aides, etc. Y compris les défendre au bout de 5 ans quand quelquefois il manque quelques euros pour que l'objectif économique soit atteint, mais malgré tout pouvoir continuer à percevoir les aides, par exemple, c'est aussi ça le rôle du syndicalisme pour aider les projets d'installation, quels qu'ils soient, mais en particulier ceux-là. Okay. Et pour revenir sur la manière dont a été tourné le documentaire, Delphine, pourquoi vous avez choisi de tourner, parce qu'il y a des longues séquences, il n'y a pas de voix off, tout est raconté par les personnages principaux. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Alors c'était un choix pour moi totalement évident puisque j'avais envie de faire un film de cinéma. Or, alors on me demande souvent du coup qu'est-ce que c'est la différence entre un film de cinéma et un reportage ou un documentaire plus informatif. Eh bien c'est déjà faire le choix de ne pas tout dire, faire le choix d'amener les informations aux spectateurs progressivement. Donc il ne va pas savoir tout de suite d'où vient Stéphanie. Le pari qu'on faisait, c'est que le spectateur allait se poser des questions sur cette femme, qui elle est, d'où elle vient, et qu'il allait avoir des réponses petit à petit. Et donc, on voulait que ces questionnements créent une petite tension qui donne envie d'avancer dans le film. Mais à un moment donné, il faut que les réponses arrivent. Mais voilà, elles arrivent au compte-gouttes. Elles peuvent sembler... Alors, elles sont pas aussi complètes, justement, que si c'était du reportage, parce que dans un reportage, on part du principe que on ne laisse pas de zone d'ombre pour le spectateur, on est pédagogique, etc. Et là, en fait, dans un film de cinéma, on va laisser des blancs que le spectateur va meubler aussi avec sa propre sensibilité et sa propre histoire. Donc, de toute façon, effectivement, il y avait le choix de pas utiliser de voix off et de pas non plus utiliser un autre procédé, parce que des fois, on met pas de voix off, mais en fait, on fait beaucoup d'interviews avec le personnage qu'on va monter comme une voix off et qui raconte presque autant qu'un commentaire. Mais là, en fait, j'avais envie de choisir les bonnes séquences. Alors, on sait que ce sont les bonnes séquences aussi une fois qu'on les a tournées, hein. C'est un peu un pari au départ, mais de se dire, pour raconter mon histoire, je vais tourner telle et telle séquence, et il va en ressortir, quelque chose qui va nourrir ce que je veux raconter. Alors, des fois, c'est un pari, et des fois, il y a des choses qui stratégiquement fonctionnent bien. Par exemple, la sortie avec les enfants,
voilà, on sait que avec les enfants, Stéphanie va être pédagogue, elle va expliquer des choses qu'on va pouvoir comprendre, et que leur curiosité va être un peu la curiosité du spectateur. Donc voilà, c'est pas un choix innocent que de dire que de filmer la sortie avec les enfants, par exemple. Mais effectivement, tout devait émerger des séquences, mais on laisse un petit peu le spectateur on lui laisse un espace pour se faire son film à lui aussi, en fait. Ok. Et c'est vrai qu'il y a des séquences quand même assez fortes, surtout quand il y a certaines difficultés qui arrivent, comme les vols de brebis ou ce genre de choses. Et donc à ce sujet, Stéphanie, est-ce que c'est quelque chose qui s'est amélioré? Et est-ce qu'il y aurait d'autres points sur lesquels vous aimeriez que le domaine agricole de façon générale s'améliore? Mes rapports avec les voisins se sont améliorés progressivement. Oui, il y a une grande accalmie. S'il y avait un souhait à avoir en termes d'amélioration, c'est que le monde agricole soit mieux impliqué dans la vie générale. J'ai presque envie de dire dans la vie civile. Moi, je les perçois comme deux mondes parallèles qui ne se croisent jamais. Comme quand on parle des militaires et des civils, je trouve que le monde agricole vit dans ses codes agricoles, fréquente des agriculteurs, vit au rythme des saisons et des tâches de l'agriculture. Il y a très peu d'interaction entre eux, même si beaucoup de femmes d'agriculteurs ont des métiers à l'extérieur. Elles sont souvent infirmières ou institutrices. Étonnamment, c'est les deux métiers de femmes d'agriculteurs qui reviennent le plus souvent. Et pourtant, c'est comme deux droites parallèles qui ne se rejoignent jamais. Les agriculteurs et les non-agriculteurs dans un village. Donc, s'il y a quelque chose à améliorer pour que l'un et l'autre se connaissent, c'est ça. C'est-à-dire cette distance, elle génère plein d'incompréhensions qui se traduisent par du mal-être de la part des agriculteurs. C'est pas un mal-être juste ressenti, parce que ils comprennent. Enfin, ils perçoivent à quel point le reste du monde ne comprend pas leurs contraintes, ne comprend pas le sacrifice dans lequel ils sont pour produire de l'alimentation. Et parallèlement, les citoyens, les habitants ne comprennent plus les contraintes des agriculteurs, puisque les agriculteurs sont plus souvent soit critiqués pour des mauvaises raisons, soit encensés et glorifiés. Mais on dirait que le lien il est rompu, alors que l'agriculture c'est le métier le plus utile, le plus essentiel à toute civilisation et au monde. Sans agriculture, on n'a juste plus de civilisation. Donc ce métier qui est la base de toutes les sociétés, il est étonnant qu'il se soit éloigné de des habitants qu'il prétend nourrir. Et il me paraît urgent et vital qu'on reconnecte. Ça nécessite à la fois de la part des agriculteurs de créer des passerelles avec le reste du monde, c'est-à-dire des passerelles avec le domaine du patrimoine ou du tourisme, de la gastronomie, de l'hébergement, de la pédagogie, de l'art, de l'artisanat. Mais il faut aussi que les citoyens, même les citadins qui sont souvent un peu monsieur je sais tout et il y a qu'à faucon, les citadins, je veux dire, allez sarcler des carottes pendant une semaine avant d'oser dire un commentaire ou donner votre avis sur ce que devrait être l'agriculture. Voilà, message aux citadins, allez vous lever pendant un mois pour traire des vaches à 6h du matin et ensuite seulement votre opinion et votre point de vue sera recevable sur le métier. Ok. C'est passé. Et j'ai une dernière question qui est un peu pour tous les trois. C'est sur la manière dont vous réfléchissez, pensez les choses. Parce que vous avez un élevage, donc qui n'est pas un élevage industriel. Donc demain, est-ce que on peut penser l'agriculture générale de cette manière-là, d'une manière plus durable, éthique? Je ne sais pas quel terme vous mettez vraiment dessus. Est-ce que vous pensez qu'on pourra gérer l'agriculture plus de cette manière-là? Et est-ce que, ce serait mieux selon vous? Alors, je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir parce que j'ai l'impression que ce qui forme actuellement le plus gros des fermes, c'est-à-dire les fermes de taille moyenne, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent pas survivre. C'est-à-dire que les fermes ont soit l'obligation de s'agrandir jusqu'au gigantisme pour survivre avec les contraintes actuelles, soit de l'autre côté, on a tout un mouvement de tout petits fermiers comme moi, mais qui relève plus du militantisme et du survivalisme que de la vraie économie. Donc j'ai l'impression que
ce qui était le modèle actuel, c'est-à-dire des fermes de taille moyenne, va disparaître pour donner lieu soit à des fermes énormes, mais hors sol, intensives, inhumaines et totalement déplorables, soit des petites fermes hyper énervées, zadistes, militantes, avec plein d'énergie, mais qui, hélas, sont trop en marche pour pouvoir influer sur le monde agricole et l'aider de l'intérieur à voter des nouvelles lois, à peser sur les institutions. Donc deux extrêmes qui vont chacun de leur côté. Voilà, et de la disparition des fermes de taille moyenne du milieu. Guy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais effectivement, ce risque existe et il est réel. Mais moi, je suis sur une production beaucoup plus traditionnelle, en vache laitière, en agriculture biologique, sur une exploitation moyenne. Donc, il y a encore la place pour ce type d'exploitation, pour mener une agriculture de type durable, qui vise à la fois à produire une qualité, des aliments de qualité pour les consommateurs, mais aussi un bien vivre pour nous, les paysans que nous sommes. Et je crois que ce type d'exploitation a aussi de l'avenir. Moi, Stéphanie parlait du lien avec la ville, etc. Moi, j'ai le privilège d'avoir travaillé en ville pendant 10 ans avant de m'installer. Donc, je pense que c'est un parcours qu'on devrait imposer à tous ceux qui s'installent en agriculture, en particulier sur des productions beaucoup plus traditionnelles. Beaucoup trop de jeunes, 20, 21 ans, s'installent avec leurs parents sur des fermes très importantes et ne connaissent pas du tout le reste de la société et le jaloux parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, c'est la première chose. Et moi, je vais bientôt, dans quelques années, je vais être en retraite, donc j'avais le souci de transmettre mon exploitation. Et j'avais fait savoir, et paradoxalement, mon fils, qui n'était pas dans l'agriculture, a décidé de revenir sur l'exploitation et de prendre la suite quand je serai en retraite. Il a fait un BPREA également, comme Stéphanie. Donc ça veut dire que il y a encore des jeunes qui veulent donner du sens à leur vie et qui pensent qu'il y a une place sur des exploitations comme les nôtres, qui sont pas des exploitations industrielles, des exploitations qui sont relativement petites, qui sont transmissibles et qui lui permettront demain de vivre, de tirer un revenu et d'avoir malgré tout des bonnes conditions de vie, de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir avoir des week-ends, etc. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et c'est aussi ça qu'on défend depuis, quand on parle d'agriculture paysanne à la Confédération paysanne, on défend ce mode de vie, ce mode de production pour permettre en particulier aux hommes et aux femmes de bien vivre leur métier et puis avec ça de produire des aliments de qualité pour nourrir la population. Okay. Et Delphine, est-ce que c'est des retours que vous avez eus de certains spectateurs après avoir vu le film? Est-ce que ça en faisait partie des réflexions qu'ils ont eues après? En tout cas, il y avait souvent dans la salle des jeunes qui avaient envie de se lancer. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas aussi connectée au monde agricole, donc je suis pas aussi légitime pour parler du futur que Guy et Stéphanie. Mais on sait que beaucoup effectivement d'exploitations disparaissent. Et en même temps, on entend parler d'une vague de néo-ruraux qui ne serait pas qu'un effet de mode, mais qui serait là depuis 10 ans. Donc, ce que j'espère, c'est que les gens vont s'installer. C'est important ce que disait Guy, pouvoir prendre des vacances, parce que moi, j'ai vu mes oncles et tantes ne pas prendre de vacances avant la retraite. Je les ai vus travailler très, très, très dur. Et donc, si les gens peuvent avoir des exploitations à taille humaine avec des productions de qualité qui leur rapportent des revenus, qui leur permettent de vivre sans se tuer à la tâche, je trouve que ça donne de l'espoir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Okay, super. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Sur ces belles paroles. Merci d'avoir été présent, aux personnes qui nous regardent et à vous trois. C'était un échange très intéressant. Je vais redonner la parole à Noémie Descano pour la conclusion. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette projection du documentaire Jeune bergère de Delphine Détry, produit par KMBO. Et merci d'avoir assisté à cette table ronde qui clôt le cycle du festival en ligne sur l'agriculture et l'alimentation durable. Merci à Delphine Détry, Stéphanie Maubé, Guy Bessin et à Léa Tramontin pour l'animation de cette table ronde. Je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain à 19h sur la page Facebook des Canaux pour la conférence « À l'aventure près de chez toi, comment voyager autrement » avec les artisans de demain, Enlarge Your Paris, Eloise, Notre Choix et Majak. Et jeudi prochain à 20h sur Imago TV
pour la projection de Les Pédaleurs de Jérémy Janté et Mathieu Leclerc, qui sera suivie d'une table ronde en présence des 2 réalisateurs et de Julien Labaca, du facilitateur de mobilité. Pour découvrir toute la programmation en ligne de nos conférences, ateliers et projections table ronde, suivez-nous sur la page Facebook, Instagram, Twitter des Canaux et sur notre site internet lescanaux.com. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et à bientôt.